Le rythme du changement climatique s'accélère. Nous avons besoin d'une action urgente maintenant pour réduire les émissions et faire en sorte que les générations futures puissent à la fois survivre et prospérer sur notre planète. Jean-Ernest Massenangale Bibéhé, ministre des Transports, à l'occasion de la 63e édition de la journée consacrée à la météorologie mondiale ce 23 mars, d'où la thématique du débrief de l'actualité ce jour, météo et catastrophes, le temps des interrogations. Et pour aborder la thématique de ce jour, le panel est déjà sur ce plateau sans transition. On commence par le prescripteur du mouvement Écologie en marche, Didier Yimkwa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Louis, bonsoir à mes copanélistes et bon après-midi à tous ceux qui nous regardent. C'est un plaisir de vous avoir. Serge Pelé Onana, chef météo dans la région du littoral. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Pidio et merci de nous avoir invités. Bonsoir à vos téléspectateurs, bonsoir à mes copanélistes et surtout bonne fête de la météorologie à tous les météorologues, mais aussi à tous les habitants de la planète, parce qu'il ne s'agit pas que des météorologues, on le verra tout à l'heure, il s'agit de tout le monde. Bonne fête, c'est un moment particulier que nous vivons ce 23 mars 2023. D'accord. Professeur Raphaël Ongene, océanographe, principal investigateur du projet Douala Ville durable. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Pédiou, bonsoir à tous les spectateurs de Canal 2 et bonsoir particulier à nos jeunes apprenants en météorologie à l'Université de Douala. C'est un plaisir de vous avoir. Je rappelle que nous sommes donc dans l'actualité aujourd'hui consacrée donc à cette rencontre de demain entre le Cameroun et la Namibie. Dans une dizaine de minutes, on ira retrouver Marc-Lionel Chouammo en direct de Yaoundé pour prendre les dernières nouvelles après la conférence de presse donnée par Rigobert Song. Alors je commence par vous Didier Yimkwa. La météo, quand on en parle, on se dit c'est un sujet banal, ça ne nous intéresse pas. Pour vous, c'est quoi? Loin s'en faut. Pour moi, c'est des instruments stratégiques de prise de décision. Et puis, à côté de la météo, je voudrais dire ici qu'en 2016, le Cameroun s'est doté d'un programme national de mécanismes au changement climatique. J'ai eu le privilège, ma modeste personnalité, j'ai eu le privilège de participer à 2 ateliers. C'était 5 ateliers dans toutes les 5 régions agroécologiques. J'étais dans la zone côtière, donc de Douala, et dans la zone agroécologique de haute montagne. Et puis, c'est un document qui a été brillamment rédigé pas des experts de haut niveau comme les 2 que nous avons dans ce studio. Donc, et puis, il était question que chaque région ou chaque ville puisse rédiger son programme local de mécanique d'adaptation au changement climatique. Parce que le Cameroun a choisi 2 démarches supplémentaires de lutte contre le changement climatique, à savoir l'approche de la réduction et puis l'approche d'adaptation. Parce que la réduction joue directement sur les émissions de gaz à effet de serre que l'on connaît, et puis l'adaptation sur les effets de mitigation, sur les effets de réduction des contraintes liées aux effets extrêmes météorologiques. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que si je prends le cas de la ville de Douala, Douala a son agenda 21 qui a été sablé à l'époque au Champagne, mais qui malheureusement est resté, je ne sais pas, on va me dire à quel niveau l'implémentation se trouve. On reviendra dessus tout à l'heure. Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression, malgré tous ces documents, malgré tous ces outils de planification, de prise de décision de planification, on a l'impression que rien n'a été fait. L'île Piéjou, vous savez, les changements climatiques, c'est un peu comme une maladie chronique. Vous allez à l'hôpital, on détecte une maladie chronique sur vous, on vous dit, bon voilà, le médecin vous dit, bon voilà, prochainement, voilà le code d'hygiène. Si vous respectez, vous allez mourir le jour où Dieu a décidé. Mais si vous ne respectez pas, vous allez accélérer votre mort. Donc, ce qui fait dire que ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses... On va revenir en détail justement, Didier, ne vous inquiétez pas. Le temps pour moi de rappeler que le thème de cette journée, c'est l'avenir du temps, du climat et de l'eau à travers les générations. Alors Raphaël, pour vous, une journée pareille doit être célébrée? Une journée pareille doit être célébrée parce que nous tous nous dépendons de la météo, que ce soit pour nos habitudes journalières, mais
nous dépendons surtout du climat. Parce qu'on ne peut pas avoir de développement durable si on n'analyse pas le climat. Et il est démontré à l'échelle mondiale que les événements extrêmes auront un impact très important sur le PIB des pays qui ne vont pas s'adapter aux effets des changements climatiques. Mais je voudrais quand même rectifier quelque chose sur ce que Didier a dit, parce que pour avoir été principal chercheur sur le projet de Douala Ville Durable, je précise que c'est un projet qui était en partenariat Ville de Douala, Université de Douala et Institut de recherche pour le développement. La ville de Douala, depuis 2016, a consenti quand même beaucoup d'efforts en installant un observatoire hydrométéorologique. Aujourd'hui, je pense que mon collègue de la météo peut le confirmer, nous sommes une ville exemplaire en matière de suivi parce que non seulement la ville utilise ça pour ses outils de planification, pour schéma directeur d'aménagement du territoire, mais également pour le plan d'occupation des sols. Ça, c'est les usages directs. Mais ces données sont également transférées à la direction de la météo pour alimenter les bases de données des études de climat. Et nous sommes déjà aujourd'hui quasiment à 4 ans d'observation des données et on a 17 stations installées sur l'ensemble de la ville de Douala. D'accord. Serge, on parle d'installation, on parle d'exemplarité pour ce qui est de la ville de Douala, mais quand on regarde un peu ce qui se passe, on a l'impression qu'on est surpris partout. On est surpris par la pluie, on est surpris par l'occupation des sols, on est surpris par le climat. Pourtant, vous, en principe, devriez donner des données pour permettre aux uns aux autres de mieux se préparer. Tout à fait, Madame Kiedjou. Je voudrais d'abord rappeler que nous célébrons 2 événements majeurs cette année. Le 63e anniversaire de la Journée météorologique mondiale, mais aussi le 150e anniversaire de l'Organisation météorologique internationale, qui a été créée à la Convention de Vienne en Autriche en 1873 et qui deviendra en 1950 avec la Convention de Genève en Suisse, l'Organisation météorologique mondiale. Donc ça fait 150 ans de travail au service de la protection des personnes et des biens. Ça, c'est compris. Maintenant, pour entrer dans la question qui a été posée. Maintenant, pour revenir à la question qui a été posée, je dois partager l'avis de mon prédécesseur pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui avancent, il y a beaucoup de choses qui bougent. Je dois vous préciser que dans le cadre de la ville de Douala, le ministère des Transports a signé un accord cadre avec la communauté urbaine de Douala en novembre 2019. Nous étions d'ailleurs avec le responsable de ce partenariat tout à l'heure, il y a quelque temps dans le cadre de nos festivités, notamment dans le cadre de la table ronde, conférence débat, qui s'est terminée il y a quelques heures, et où on a fait une évaluation, Madame Piedjou, de ce partenariat. Et on s'est rendu compte que ce partenariat fonctionne plutôt bien. Vous ne répondez pas à ma question, je suis désolée. J'en viens, Madame Piedjou. On n'a pas tout le temps. C'est pour ça que je préfère que vous alliez directement à la réponse à la question pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre. Parce que là, vous nous amenez un peu partout là. En réalité, et je préfère recentrer parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Si pour que nos téléspectateurs comprennent bien, il faut qu'ils sachent qu'il y a un cadre légal dans lequel nous travaillons. Aujourd'hui, il faut savoir que l'information météorologique ne se trouve pas au quartier, parce que beaucoup ne vont pas à la bonne source. Il y a déjà ce problème à la base. Et quand on n'est pas à la bonne source, on va faire des commentaires qui ne tiennent pas la route. On va dire que la météo n'agit pas, alors qu'il y a des choses qui sont faites et qui sont même rendues publiques à travers divers canaux de communication. Donc aujourd'hui, en tant que responsable de la météorologie du littoral, je peux vous assurer que nous avons des retours satisfaisants en ce qui concerne notre travail. C'est-à-dire qu'il y a des citoyens aujourd'hui qui ont pris conscience de l'enjeu, Madame Piedjou, qui se connectent aux prévisions météorologiques que nous élaborons et que nous mettons à la disposition du grand public, en dehors des administrations et du partenariat avec la ville, que nous mettons à la disposition du grand public à travers des canaux bien connus, déjà les canaux traditionnels, médias bien connus, avant les journaux officiels. Ensuite, nous avons des plateformes digitales, parce qu'aujourd'hui, vous savez que le numérique
est incontournable. Donc, nous avons des plateformes digitales. Il y a le site web de la Direction de la météorologie nationale qui est accessible sur Facebook en particulier. Il y a également des radios locales que nous exploitons également, Madame Piedjou, pour rendre disponible cette information. Et ceux qui se connectent à cette bonne information-là ont des retours positifs. Maintenant, ceux qui pensent que la météo reste une vue de l'esprit et qu'ils peuvent s'abreuver n'importe où, ils continueront à pleurer. Ça c'est bien compris. Alors Didier, tout à l'heure, justement, vous vous plaignez que dans la ville de Douala, pour rester à Douala, on a l'impression que les choses n'avancent pas, qu'on ne comprend véritablement pas l'opportunité de véritablement mettre les données météorologiques à... Non, pas que je ne comprenne pas l'opportunité. Oui. Vous savez, nous sommes trois. Le professeur René, il est universitaire, chercheur, et mon ami est de l'administration publique. Tout à fait. Moi, je suis de la société civile. Tout à fait. Donc, quand je parle ici, je ne parle pas pour moi. Parce que je connais très bien les deux. C'est pour ça que je pose la question, pour qu'on entre vraiment dans la problématique. Pour le Camerounais d'en bas. Tout à fait, allez-y. Et puis, c'est le constat que je fais sur le terrain. Je suis vraiment conscient du boulot qu'ils font. La preuve, c'est que j'ai dit que le programme national de mécanismes d'adaptation au changement climatique n'a pas été rédigé par moi. Ça a été rédigé par des universitaires. Et le problème, c'est le terrain. Nous sommes sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain? Qu'est-ce que vous avez constaté? Le constat que je peux faire pour la ville de Douala, c'est que de moins en moins, on a des inondations lorsqu'il pleut. Là, on peut vraiment l'observer. Il y a des années où, lorsqu'il pleuvait, la circulation était coupée, la ville était bloquée, 24 heures sans mobilité urbaine. Et lorsqu'on sait que Douala produit, bon an, mal an, 3500 milliards par an en termes de richesse locale, si vous divisez, si un jour tout Douala est bloqué, vous perdez au moins 8 milliards de francs. Ça, c'est des petits calculs qu'on fait. Mais au-delà, il y a d'autres problèmes. Parce que le mécanisme d'adaptation, c'est un sac. Toutes les politiques publiques, aujourd'hui, leur implémentation doit intégrer la question du climat. Ils l'ont si bien dit. Bon, c'est dans le livre. Mais ce que on regarde sur le terrain aujourd'hui, est-ce que c'est ça? Quand je prends des quartiers comme... Mabanda. Oui, ils sont même là. Là où ce qui s'est passé à Boya, on peut peut-être l'avoir ici, peut-être pas de boue, pas des boues torrentielles. Quand je prends par exemple le quartier Mobile Guinness, entre le cimetière et la station-service, un peu plus en bas, je peux demander au professeur que dès demain, s'il n'a pas été jamais là, qui va là-bas. Quand je prends un quartier comme la Cité des Palmiers, au niveau de l'école publique de la Cité des Palmiers, un peu plus en bas, vous avez des populations qui vivent dans des canyons. Là, c'est des canyons. C'est-à-dire, ils vivent sur des zones véritablement à risque. On dirait des flancs de collines. Je peux prendre beaucoup d'exemples comme ça dans la ville de Douala. Parce que l'un des mécanismes d'adaptation, touche aussi les logements sociaux. On ne devrait pas accepter que les gens habitent n'importe où, dans des maisons conçues n'importe comment, qui ne prennent pas en compte... Exactement. Ça, c'est un autre débat. Tu m'as posé quelques questions. Là, c'est un autre débat. Moi, je parlais de l'utilisation de la météo, des prévisions. Non, ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi. Moi, je ne l'utilise pas. Je suis sur le terrain. Vous ne pouvez pas me demander... Vous ne pouvez pas... Mon secteur, ce que je fais, je n'ai pas besoin de la météo, même si je subis. Vous pouvez demander au professeur Ongene, qui est pour sortir, enseignant... Vous avez besoin de savoir s'il va pleuvoir ou pas, pour gérer... oui, peut-être à partir de... Il faut savoir... Moi, je lis. Par exemple, ce qui s'est passé à Boya, un jour avant, on m'a envoyé le bulletin des cadets. Et il était bien écrit qu'il devait pleuvoir dans ces zones-là. D'accord. La question que je me demande, qu'est-ce qu'on a fait pour au moins maîtriser les contraintes? D'accord. Alors, maintenant, juste après, j'ai encore reçu hier un autre calendrier des cadets qui va du 21 mars au 20 avril. Et moi, j'ai lu. Donc, à tout moment, le ciel peut encore cracher. D'accord. Alors, Raphaël, ça contraste un peu avec ce qui se passe, parce que le message, c'est de montrer que la météo intervient dans toutes nos tâches quotidiennes. C'est-à-dire que quand vous suivez un Didier, il va vous dire que non, vraiment, il n'est pas concerné, entre guillemets. Je subis, pas que je ne suis pas concerné. D'abord, vous avez dit que ça ne vous intéresse vraiment pas. Donc, du coup, puisque le message aujourd'hui, c'est que dans tous les secteurs d'activité, cela a impacté. Oui, mais justement, c'est bien comme vous avez regardé le débat, il ne faut pas qu'on mélange les débats. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui de la météo.
La météo qui se résume comme étant la prévision du temps présent, mais également elle sert à alimenter les bases de données pour étudier le climat. Donc il faut que ce soit bien clair. Maintenant, l'utilisation des données météorologiques pour des applications dans le domaine du transport, de l'agriculture, de la vie au quotidien, ça relève d'autres compétences. Donc, moi, je tenais à préciser que pour ce qui est de la ville de Douala, il y a des efforts considérables qui ont été faits. Et ce n'est pas un secret de vous dire, par exemple, que nous sommes en train de passer à une phase 2. C'est-à-dire, là, maintenant, on va mettre ce qu'on appelle un système d'alerte précoce sur pied. Et le système d'alerte précoce consiste à faire quoi? Un système d'alerte précoce, une fois que nous avons les bulletins météo, nous pouvons les transformer en cartes de vulnérabilité pour voir les zones de la ville qui seront impactées et alerter les populations de ces villes. D'accord. Donc, les choses vont progressivement et tout. Je vous dis, ça ne fait que 4 ans que cet observatoire a été mis en place. Mais nous sommes dans un processus qui fait qu'on est sûr que d'ici une dizaine d'années, on aura abouti à même sur les téléphones, les tablettes. Mais avant, on viendra vers vous pour éviter ces discours superficiels qui nous amènent un peu dans l'administration. On va revenir sur le terrain tout à l'heure, mais on va aller retrouver Marc-Lionel Chouamo, puisqu'on nous signale qu'il est déjà bien positionné du côté de Yaoundé pour cette rencontre Cameroun-Namibie annoncée pour demain, le match aller de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Vous le savez, l'heure de la rencontre a été modifiée. Ce sera à 21h30 au stade Omnisport d'Amadou Ahidjo. Et vous le savez, le sélectionneur Rigobert Song était face à la presse il y a quelques minutes seulement, où il annonçait plusieurs nouvelles. On va en parler certainement lorsque Max Chouamo sera connecté avec Yaoundé pour nous donner les dernières informations. Alors je continue avec vous, Serge. Comment est-ce que vous faites sur le terrain pour que les populations puissent s'impliquer, bien utiliser les données météorologiques que vous leur proposez? Eh bien, cette journée a été l'occasion de renforcer la sensibilisation, Madame Piediou. Nous avons un très bon quadrillage territorial, parce qu'au-delà de la direction de la météorologie nationale au niveau central, nous avons les services régionaux. Et puis maintenant, dans les départements, nous avons des stations météorologiques et nous avons des postes climatologiques et ensuite des postes pluviométriques qui font en sorte qu'au plus petit niveau géographique, vous avez la possibilité d'avoir accès à l'information météorologique, notamment les chefs de postes pluviométriques. Et nous avons également un projet très intéressant, conformément aux directives du ministre Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibert, c'est de rendre l'information météorologique accessible en langue Je vous demande maternelle. concrètement ce que vous faites sur le terrain. C'est-à-dire qu'au-delà de la journée, au-delà de ce qui est fait par le ministère, ça on le sait, qu'est-ce que vous faites concrètement auprès des populations? Quels sont les arguments que vous utilisez auprès de ces populations-là? Parce que je ne voudrais pas qu'on reste dans les discours administratifs. Le téléspectateur lambda qui nous regarde a besoin de savoir exactement à quel niveau utiliser la météo pour son champ, pour sa sortie, pour ses activités. C'est vraiment ce langage terre à terre que je souhaiterais véritablement que vous utilisiez Madame sur ce plateau. Merci beaucoup. je pense que si je suis sur ce plateau, c'est déjà pour donner l'information météorologique. C'est pour sensibiliser, d'accord? Et voilà pourquoi nous avons répondu à votre invitation. Maintenant, nous devons éclairer l'opinion sur les mécanismes de transmission de cette information. Cette information donc est territorialement diffusée, n'est-ce pas, à divers niveaux de compétences. Maintenant, j'étais en train d'embrayer sur la mise à disposition de cette information en langue maternelle, pour ce qui concerne par exemple un secteur comme l'agriculture. Vous leur dites quoi concrètement? Nous sommes c'est un projet qui vise à diffuser les informations au niveau local, non plus seulement en langue officielle, à l'agriculteur. Vous leur dites quoi? On lui donne le bulletin agrométéorologique, n'est-ce pas, qui lui permet, n'est-ce pas, de savoir quelle est la bonne période où il va aller semer, n'est-ce pas, quelle est la température du sol, n'est-ce pas, comment est-ce que la pluviométrie va se comporter, parce qu'il peut y avoir des pluies qui s'annoncent alors qu'elles ne sont pas appelées à perdurer. S'il se lance dans les semences, n'est-ce pas, il y aura un problème au niveau du temps de germination, par exemple. Il n'y a pas que l'agriculture vivrière, il y a l'élevage, n'est-ce pas? Vous savez que l'élevage également est tributaire du temps
et du climat. Là aussi, nous avons des bulletins, n'est-ce pas, adaptés à l'élevage que nous renseignons, n'est-ce pas, pour que l'agriculteur ou l'éleveur, n'est-ce pas, sache par exemple, vous savez que le temps de reproduction, par exemple, de certaines espèces est fonction du climat. En temps, par exemple, de froid, c'est plus facile de se reproduire, n'est-ce pas, les espèces comme le porc ou le bœuf, et ainsi de suite. Ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas, pour d'autres animaux. Dans le domaine de la pisciculture également, il y a une orientation qui est donnée à travers ces bulletins spéciaux. Nous avons également des bulletins qui renseignent, Madame Piedieu, sur, naturellement, si je sors du domaine de l'agriculture, sur la prévention des catastrophes, pour revenir au niveau de l'urbanisme. Parce que nous avons un service de la prévention des catastrophes d'origine météorologique et on se rend compte que dans une ville comme Douala, les catastrophes hydrométéorologiques, c'est-à-dire qui émanent de l'eau, représentent 60% à peu près des catastrophes dans la ville, notamment les inondations. Là aussi, dans le cadre de l'accord qui nous lie à la communauté urbaine de Douala, nous avons un bulletin d'alerte, n'est-ce pas, qui est mis à la disposition de la ville pour que, à temps, les dispositions soient prises. Maintenant, il faut comprendre, comme disait l'aîné tout à l'heure, la météo n'est pas la seule dans ce combat contre les méfaits du changement climatique et contre, n'est-ce pas, l'avenir, pour l'avenir de la planète. La météo doit être accompagnée, une fois qu'elle donne l'alerte, par des services compétents qui savent faire la prise en charge, notamment les services comme la protection civile, les collectivités territoriales décentralisées, les autorités administratives, n'est-ce pas? Parce que figurez-vous, par exemple, Madame Piedieu, que dans les pays développés, c'est le préfet, le représentant de l'État, qui annonce le danger et qui met en place le dispositif qui va avec pour une prise en charge immédiate et permanente des populations. Didier, quand je suis ces explications, ça veut dire qu'on aurait pu prévenir ce qui s'est passé à Buea il y a quelques jours, mettant à l'épreuve même ces changements climatiques, ces prévisions-là à l'avance. L'homme ne peut pas agir sur les origines des précipitations. Peut-être excepté les prêtres traditionnels qui ont la capacité de brûler les pluies. Vraiment, l'homme ne peut pas agir directement sur les grandes précipitations. Mais si les dispositions, parce que même les prévisions qui sont distribuées, qui sont mises à la disposition du public, en 2, 3, 4 jours, vous ne pouvez pas éviter un certain nombre de contraintes. Je prends par exemple le désordre urbain dans sa dimension d'occupation anarchique du sol, ou bien des activités anthropiques que les populations font sur les flancs de collines. Sauf que ces prévisions sont des alertes qui peuvent permettre soit, comme a dit mon ami, à monsieur le préfet de prendre un certain nombre de décisions. Par exemple, la sensibilisation. On peut vous dire que, bon, voilà, faites attention. Et puis, pour le cas de Buea, on a eu trop de chance, ça s'est passé en journée. Parce qu'à Freetown, en 2017, c'était presque la même chose, mais c'était en nocturne. On a eu près de 300 morts, avec plus de 1000 disparus. Mais ici, heureusement que Dieu était avec nous. Si c'était dans la nuit, avec Eno qui ne donne même pas la lumière, je vous assure qu'on serait aujourd'hui en train de gérer une hécatombe mondiale. Le Cameroun serait au centre de toutes les informations, je ne sais plus quoi. Donc, voilà le rôle, parce que vous ne pouvez pas en 2 jours demander aux populations de quitter avec leurs activités. Vous ne pouvez pas en 2, 3 jours demander aux populations de planter des arbres qu'elles ont enlevés pour faire l'agriculture. Donc, c'est pour réveiller peut-être le plan de riposte, pour trouver un certain nombre peut-être le site, au cas où il y a un problème, le site où les gens doivent se rassembler, les médicaments, parce que après ce genre, il y a des risques sanitaires, il peut y avoir une explosion épidémique. Et puis, il y a aussi des risques environnementaux, écologiques, surtout le traumatisme psychologique qu'il faut gérer après la crise. Vous comprenez. Juste après, il y a eu un deuxième bulletin des cadets, je l'ai dit tout ici, qui nous renseigne encore qu'il y aura plus de pluie. Donc, ce qui fait que ces populations, je ne voudrais pas être à leur place, la pluie est très amère. Parce qu'il faut les accompagner. Nous tous, on est avec eux. L'île Piedieu, si je suis ici, je ne parle pas comme le Camerounais d'en bas, c'est que ma place n'est pas ici. Tout à fait, c'est pour ça que le problème, la météo, aujourd'hui, est comme une affaire élitiste. Voilà. Il y a longtemps, lorsque nous commencions le débat sur les changements climatiques, moi, je l'ai commencé à l'université, avant le sommet de Rio.
avant 92. Moi, j'ai commencé avant 92 parce que j'ai fait l'écologie. Lorsque nous parlions des changements climatiques dans les années 2000, on nous prenait pour des fous. On disait que c'était l'affaire des Blancs. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des climato-sceptiques qui pensent que le changement climatique, c'est toujours l'affaire des Blancs. Même si nous ne sommes pas à l'origine d'un certain nombre de phénomènes météorologiques extrêmes, mais nous subissons. C'est pour ça qu'il faut prendre un certain nombre de dispositions. Ce qu'en tant qu'un Camerounais d'en bas, je demande aux universités, puis aux représentants de l'État, c'est de créer des programmes de sensibilisation. Parce que moi, je sors du village, je suis un villageois. Ma mère attend encore les pluies. Ma mère ne sait pas lire une fiche météorologique pour savoir que demain, elle va planter. Elle est encore dans un système empirique. Donc, ce que nous leur demandons aujourd'hui, c'est de mettre à notre disposition, nous, de la société civile, un certain nombre d'informations qui vont nous permettre aussi à partager avec les autres. D'accord. On sait qu'aujourd'hui, la météo relève de température, humidité, pluviométrie, ensoleillement, vitesse, le vent. Alors, ça fait quand même 63e édition que l'on célèbre, mais sauf qu'il y a toujours des catastrophes. Quand nous prenons seulement le cas du Cameroun, on a eu à l'ouest avec les effondrements de terrain, à Yaoundé pareil, à Bouéa récemment, et on se demande bien, qu'est-ce qui ne va pas en fait? Est-ce parce que le Camerounais n'a véritablement pas la culture de la météo, de savoir exactement ce qui va se passer dans les prochaines heures ou les prochains jours, ou alors à un certain niveau, il y a des problèmes? Alors, il y a deux choses qui sont très importantes à comprendre. On a parlé de la météo, mais maintenant, on doit parler de comment est-ce qu'on utilise la météo pour prévenir ces catastrophes. On n'est pas encore sur la prévention. Moi, je vous pose la question, avec les catastrophes naturelles qui sont là, maintenant sur le terrain, avec le dernier cas en date, est-ce qu'on aurait pu véritablement, au regard de que ça fait quand même plusieurs années qu'on est au service de la météo. Non, justement, j'étais en train de dire qu'il faut bien distinguer que ce sont des phénomènes naturels à la base. Alors, mais ce qui exacerbe ces phénomènes naturels, c'est les enjeux. C'est-à-dire, si on ne distingue pas d'abord, si on ne comprend pas d'abord correctement qu'il faut distinguer le fait qu'il y a 63 ans, la démographie du Cameroun, on était combien? Oui, on s'est inventé aujourd'hui. Revenez à Douala. Douala, c'est à peu près 110 000 nouvelles personnes chaque année. Je vous donne encore quelques chiffres. C'est 6,17 km² de terre qui deviennent imperméables. Le développement va forcément exacerber ces catastrophes. C'est-à-dire, plus on fait des routes bitumées, plus on construit des maisons, plus on diminue la capacité d'infiltration des sols dans la ville. Donc, les zones, les bas-fonds deviennent de plus en plus vulnérables. Et c'est là-bas qu'il faut traiter le mal. Ça, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que les mêmes phénomènes, je vais rebondir un peu sur le cas de Bouéa. Alors, sur les pans du mont Cameroun, les phénomènes comme cela, c'est tous les jours. Sauf que parfois, ça arrive là où il n'y a personne. Donc, on n'a même pas le temps de savoir qu'un tel phénomène s'est produit. Mais là-bas, c'est une région montagneuse, donc on aurait pu gérer. Donc, ça dit que c'est d'abord une région prédisposée à ce genre de catastrophe. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de faire des études de vulnérabilité avec les collectivités pour savoir les hotspots, c'est-à-dire quels sont les points chauds où ces problèmes sont susceptibles de se poser et mettre maintenant un ensemble de lois pour vraiment rendre ces zones inédificantes, c'est-à-dire non constructibles, non habitables. L'autre chose, c'est la vulnérabilité, c'est quelque chose qui évolue. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous pouvez être dans une zone qui n'est pas inondable, mais à cause d'un aménagement, vous devenez inondable. Une fois que c'est fait, il y a deux choses possibles. Si on se rend compte que les enjeux sont importants, je dis n'importe quoi, vous avez une université qui est menacée par une inondation, là on peut employer des mesures structurelles pour gérer l'inondation. Mais lorsqu'il s'agit juste de l'occupation anarchique des berges, des cours d'eau, lorsque le plan d'occupation des sols n'est pas respecté par des populations, là, pour éviter qu'il y ait des hécatombes, il faut vraiment être sévère et agir et ne pas laisser les populations continuer à s'installer dans les zones inhabitables. D'accord, merci pour ces précisions. Serge, aujourd'hui, on ne maîtrise plus le climat.
C'est-à-dire qu'on se réveille le matin, en plein mois de janvier, de février, il pleut, on ne comprend pas. Parfois, le temps est un peu crasseux, on ne sait véritablement pas et on se demande finalement, on est où? Est-ce que la météo, là, c'est même encore des choses réelles? Eh bien, je pense que la météo est plus que réelle. C'est pourquoi nous avançons. Je le dis bien, nous avançons. Parce que je vais vous poser une question. Si on vous demande, nous sommes en quelle saison là maintenant, vous allez dire quoi? Nous sommes dans la courte saison de pluie. Douala a 12 mois. Dans les 12 mois, comme toutes les autres régions, en tout cas 12 mois de l'année. Maintenant, il y a 9 mois de saison de pluie et 3 mois de saison sèche. Et dans les 9 mois de saison de pluie, on a 6 mois de grande saison de pluie, c'est-à-dire de juin à octobre, et une petite saison de pluie dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire de mars en mai. Voilà. Maintenant, l'information météorologique devient capitale, justement, par rapport aux aléas que vous évoquez. D'accord. C'est-à-dire que comment donc être connecté à la bonne information, c'est-à-dire savoir qu'un phénomène météorologique inhabituel est susceptible de survenir. Il faut être connecté, n'est-ce pas, à la bonne information dont je vous ai fait part tout à l'heure, des mécanismes de transmission et d'accès à cette information-là. Maintenant, il faut également comprendre que même dans les pays les plus avancés, vous avez entendu parler de tempêtes de neige aux États-Unis, vous avez entendu parler des problèmes météorologiques qui sévissent dans beaucoup de parties du monde. Il y a des cyclones, il y a. Personne ne peut dire qu'il prévoit le climat, n'est-ce pas, dans ces pays-là, si on n'a pas l'information des services compétents, c'est-à-dire ceux qui doivent donner l'alerte, ceux qui doivent signaler, n'est-ce pas, que voilà ce qui est prévu, n'est-ce pas, et voilà les risques encourus, parce qu'il faut préciser qu'aujourd'hui, la prévision météorologique ne consiste plus à dire « il va pleuvoir » dans tel endroit ou dans tel autre endroit de Douala. Mais c'est de dire, il va pleuvoir, voilà l'impact ou le risque encouru, voilà les dispositions. Je vais vous prendre vos mots, parce que ce que le service de météo fait justement, quand on reçoit toutes ces informations, c'est qu'il va pleuvoir au nord, il va pleuvoir au sud, il va pleuvoir à l'est. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre voilà les dispositions de rebondir, d'enrichir un peu. Alors, il faut bien comprendre que, comme on le dit, la prévision météorologique, ça a un caractère probabiliste. En fait, quand on donne les prévisions météorologiques, on ne peut pas dire qu'on est sûr qu'il va pleuvoir et à telle heure. On dit il va pleuvoir avec une probabilité de 20%, c'est-à-dire qu'il y a 20% de chances qu'il pleuve et 80% de chances qu'il ne pleuve pas. Mais aujourd'hui, les météos, sur nos télévisions locales données par le ministère des Transports, ne donnent pas ces détails-là. J'arrive. Justement. Et c'est là tout l'intérêt. Je vous ai dit que vous m'avez présenté comme océanographe, c'est vrai. Mais en même temps, je suis responsable de la filière météorologique à l'UT de Douala et également toujours à l'université de Douala. La première promotion de la filière météorologique a été créée. Donc, toutes les écoles polytechniques aujourd'hui du Cameroun forment en météorologie. C'était justement pour enrichir que le gouvernement est en train de prendre la question très au sérieux. Et dans le cadre de cette formation, nous allons former les communicateurs en météorologie. Parce que communiquer en météorologie, c'est un art, il faut avoir la connaissance. Donc, justement, en dehors de ce caractère probabiliste de la météo, ce qui est important, c'est de voir, surtout, c'est de prévenir les événements extrêmes. Ce n'est pas la pluie qui tombe tous les jours et qui est normale, mais c'est la pluie qui est susceptible, par exemple, de créer des problèmes. On ne va pas alerter les populations sont au courant qu'il pleut, s'il ne pleut pas. Le cycle de l'eau, on n'a pas l'agriculture, on n'a rien. Mais c'est quand il y aura des dégâts qu'il faut alerter sur le niveau des dégâts. Et une fois que les services de météorologie, qui sont, je veux dire, la tête de toute une grosse chaîne, et dans cette chaîne, même les populations, je prends un cas concret. Vous avez quand même vu dans la ville de Douala que de façon systématique, les drains sont curés depuis quelques années. Ces derniers temps, vous voyez que les drains sont curés. Ça fait partie des mécanismes de gestion des événements, des risques d'inondation. Donc,
Les populations également au niveau des quartiers doivent contribuer en curant les drains et tout, parce que de toute façon, vous avez vu qu'il y a tellement de drains à Douala qui se remplissent à une vitesse que même toute la population. D'accord, Voilà. c'est terminé. Voilà. Donc, merci d'avoir enrichi. Justement, les services de la météorologie du ministère des Transports alertent justement quand il y a un phénomène météorologique extrême, dangereux, en dehors des prévisions numériques du temps. C'est-à-dire qui sont quotidiennes. Il y a maintenant des prévisions que nous élaborons sur le plan climatique. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on parle des prévisions numériques du temps... Ça s'est fait pour Boya. Vous avez étudié parce que c'est quand même une région montagneuse, donc du coup, priorité à des zones pareilles. Bien entendu, bien entendu. Est-ce que vous avez pris le temps de travailler depuis qu'il y a eu ce qui se passe là-bas? Est-ce que vous avez d'abord donné l'information en amont, avant? Et maintenant qu'il y a ça, est-ce qu'il y a des risques qu'on retombe dans ce genre d'inondation imprévue? Oui, dans le cas de Boya, on est dans le cas d'une coulée de boue qui s'est manifestée à la suite d'une pluie intense de 52,6 mm qui aurait donc entraîné, n'est-ce pas, l'effondrement ou la rupture du flanc du mont Cameroun, avec donc des glissements rapides de terrain qui s'en sont suivis et qui se sont transformés sur quelques kilomètres en ce qu'on appelle l'Aha, c'est-à-dire que des coulées de boue qui, n'est-ce pas, dans des cas extrêmes, peuvent s'étendre sur 100 km, susceptibles de causer d'importants dégâts matériels et humains. Donc l'information a été donnée. Maintenant, la météorologie n'a pas vocation, une fois qu'elle a donné l'information, de prendre des mesures. Voilà, de prendre des mesures. Voilà pourquoi nous insistons sur la menace globale, riposte globale. Vous parlez comme le chef de l'État. Voilà. Donc, on ne va pas mettre toujours la météo sur le banc des accusés tant qu'il n'y aura pas un relais sur le terrain par les autres administrations compétentes afin que, n'est-ce pas, nous puissions arriver au résultat escompté. Didier, il a fourni les informations, mais il a tout dit et je suis tout à fait d'accord avec Serge. Et c'est ça le rôle de la société civile. Mais pourquoi vous n'avez pas utilisé ces données-là pour... Moi, je dénonce, madame, vous ne me connaissez pas. Moi, je l'ai dit, lorsqu'il y a eu le lendemain, j'ai dit, je vais revenir sur le programme national d'adaptation au changement climatique. Tout ce que le professeur Onguène et Serge sont en train de dire là, de façon brillante, sont dans ces documents. Et c'est eux-là qui renseignent ces documents tous les jours. Moi, j'ai ce document. C'est difficile parce que cela relève de la mauvaise gouvernance. Il faut dire la vérité. Quand l'affaire de Boya s'est passée, on a tendu le micro. D'abord, je parle d'Ngwache. Lorsqu'on a tendu le micro au maire d'Ngwache, je l'ai trouvé dépité, hagard. J'avais demandé aux populations de quitter. Voilà le discours d'un maire. J'avais demandé aux populations de quitter. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest, avec tout le respect que j'ai pour lui, il a pointé le doigt sur les populations. Or, Masloubé a dit que la légitime violence appartient à l'État. Vous ne pouvez pas agir comme un sapeur-pompier. Or, vous savez très bien qu'il y a des contraintes. Les contraintes de vulnérabilité, le professeur vient de le dire. Et ce n'est pas aussi le rôle du professeur Onguène, lorsqu'il nous a donné les informations, lorsqu'il nous demande ce qu'il faut faire, mais il faut le faire. Si vous ne savez pas le faire, vous l'appelez, il vous accompagne à le faire. J'ai vu des excavateurs aller détruire, aller démolir les trucs qu'on a construits sur les drains, sur les pans. Où étaient-ils avant? Où étaient-ils avant? Ils auraient pu faire ça avant. Quand vous prenez le cas de Yaoundé, mais on nous a appris pendant nos humanités que pour dompter la nature, il faut lui obéir. Ceux qui ont enterré le Fundi, les mêmes se filment à Paris au bord de la Seine. Alors que la Seine, je ne sais pas si je peux me tromper, la Seine est un coup d'artificiel. Yaoundé, c'est nature. La nature nous a donné un coup. J'ai eu un collègue indien qui me disait que une histoire comme ça chez nous, on ne touche pas. Est-ce que les gens étaient obligés de construire dans le bas-fond du Fundi? Est-ce qu'on était obligé de mettre Itol, machin dedans? On n'était pas obligé. Ils nous obligeaient d'enterrer le Fundi. Et voilà pourquoi, chaque année, on met des milliards, mais quand il pleut, il y a toutes les inondations, les affluents sont occupés par des maisons. On parle de changement climatique, c'est normal, ça se passe ailleurs. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Même les changements climatiques, l'accord de Paris nous a démontré qu'à 90%, les changements climatiques sont causés par les activités anthropiques. D'accord.
Ça, c'est vrai. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. On vous suit justement depuis pas mal d'années déjà. Alors, Raphaël, maintenant, parce qu'on a eu l'impression aujourd'hui, quand on mettait ce sujet en débat, que c'était un sujet banal. Pourtant, ça concerne véritablement tous les secteurs d'activité. Pour l'agriculture, on l'a dit sur ce plateau, pour l'élevage, pour le transport, vraiment pour tout ce que nous faisons, on a besoin d'un certain système d'information. Aujourd'hui, quand on vit dans ce tourbillon-là, comment faire pour en sortir, pour permettre de mieux appliquer les prévisions qui viennent de l'autre côté? Alors, les prévisions sont des modèles. Il faut qu'on se comprenne bien. Ce sont des modèles qui peuvent avoir des barres d'erreur très importantes. Mais ces prévisions sont affinées par des données de terrain. Je pense que la grosse orientation que nous devons prendre, et c'est en cela que ce qui se passe à Douala est un exemple très intéressant, c'est qu'à l'échelle des collectivités et même des communes d'arrondissement, il faudrait que la donnée météorologique soit collectée pour que les prévisions deviennent des prévisions de qualité. En fait, si on a les barres d'erreur très grandes, on dit qu'il va pleuvoir et il ne pleut pas. C'est compliqué. C'est parce que, en fait, ces prévisions-là, on n'a pas les données pour les valider. Donc, la collecte des données météorologiques est indispensable. Bon, je n'ai rien. Bon, par contre, il y a quand même une petite aberration parce que c'est vrai que la donnée météorologique est au ministère des Transports. Mais en réalité, vous voyez que on a besoin de la météo dans tous les secteurs d'activité. Là, vous ne prenez qu'un seul côté. Au moment où il se passe des événements, quand vous allez à Douala 6e par exemple, j'y étais il y a quelques semaines, là-bas il y a plutôt des tempêtes. Il y a des tempêtes qui détruisent les villages de pêcheurs. Allez dans la zone de Cap Cameroun. Cap Cameroun a disparu, c'est-à-dire avec l'érosion à plus de 75%. Dénoncé par Didier Yimkwa ici depuis Donc, des années. c'est pour dire qu'en réalité, c'est un problème global et que le PIB du pays, l'économie du pays va dépendre essentiellement de la variabilité climatique et des événements climatiques Mais extrêmes. comment faire comprendre à ces autorités-là que c'est véritablement un sérieux problème, qu'il faudrait s'y pencher réellement? Parce que quand on vous entend, quand on entend Didier Yimkwa qui est sur le terrain, qui crie depuis des années, on a l'impression qu'on banalise cela. Alors, multiplier les émissions comme celle-ci. C'est tout. Voilà, je pense que il y a une audience qui est importante et moi, je le dis souvent, quelle est la place que les médias accordent, quel est le pourcentage que les médias accordent à l'information environnementale au Cameroun? C'est-à-dire que regardez sur la semaine la quantité d'émissions que vous avez et vous regardez la proportion des émissions environnementales, vous êtes quand même d'accord que l'audience est plus large. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si je donnais une conférence dans un amphi à une centaine de personnes. Là, ça touche toutes les couches de la société et ces couches de la société peuvent se dire que peut-être cette affaire de météorologie, ce n'est pas une affaire d'intellectuels. Tout le monde est concerné et tout le monde... Le cultivateur, exactement. la commerçante, le transporteur. Exactement. Donc, l'information météorologique et tout, pour qu'elle soit diffusée, il faudrait que des audiences, il faut faire des émissions, il faut faire des documentaires. Des documentaires, on en a besoin. Moi, je veux bien que vous passiez... Au 6e arrondissement. Au 6e arrondissement, qu'on vous montre la submersion marine qui se passe à Cap Cameroun, où quand on a des marées extrêmes, vous avez en 6 heures de temps toute la totalité de l'île qui vous avez l'eau jusqu'au nombril, quoi. D'accord. Et tout. Mais est-ce que, puisque le service de météorologie est logé au ministère des Transports, vous avez aussi cette responsabilité de faire l'électrochoc pour permettre aux gens de comprendre? Absolument, Madame Piedjo. C'est pourquoi le journaliste que vous êtes a aussi son rôle à jouer. Il faudrait qu'on ait des journalistes qui soient également dans l'anticipation et non plus dans la réaction. Parce que qu'est-ce qui se passe en général quand vous avez des informations de prévention que vous voulez mettre à la disposition du public? Vous venez dans un média
public comme privé, on vous dit non, allez voir le service commercial et marketing. Nous, ici, on diffuse, on n'a pas eu à payer un franc pour être sur ce plateau. Voilà. Généralement, on nous appelle parce qu'il y a une catastrophe, c'est parce qu'il y a eu un souci à Bouya, qu'on dit, ah, ils sont où là? Ils n'ont pas fait leur travail, il faut qu'on les amène ici, à la barre. Vous voyez un peu? Mais il faut également nous convoquer pour nous dire quelle est la situation météorologique dans les 6 prochains mois. Quels sont les risques auxquels on peut faire face? Vous utilisez aussi les langages terre à terre, parce que si vous venez nous faire un peu du langage administratif ou la commerçante du marché central. Non, nous sommes dans le terre à terre, Madame Pidjo. Oui. Vous avez souvenance, par exemple, je vous prends un exemple concret qui montre que nous sommes vraiment au parfum des réalités du terrain. Le ministre des Transports a mis en garde il n'y a pas longtemps contre une tempête de poussière, ce que le communiqué appelait un panache de poussière en provenance de l'extrême nord, n'est-ce pas, qui devait traverser la Damawa et puis le nord déjà et la Damawa. Et il a dit voilà les dispositions qu'il faut prendre. Voilà les risques encourus au niveau sanitaire, avec justement les voies respiratoires qui seront exposées, la vue et autres. Et puis, voilà les dispositions qu'il faut prendre face à cette menace-là. Maintenant, il faudrait qu'on entende aussi les administrations qui ont la charge de la protection des personnes et biens dire qu'à la suite de cette information, voilà ce que nous recommandons aux populations. Par exemple, limitation de sortie. Je vous rappelle que nous avons fait un élément dessus. Voilà, d'extrême nécessité. Voilà, port du masque facial à contrôler, sinon sanction de telle nature, ainsi de suite. On ne ressent pas trop cette relève-là, ce relais-là, voilà, et on a l'impression donc que la météo parle seule. Il faudrait que... Il y ait une synergie. Il y ait une synergie, c'est d'ailleurs l'une des recommandations fortes de cette journée météorologie mondiale, c'est de créer dans une ville comme Douala, le projet en gestation, une plateforme consultative multisecteur, où on retrouve à la fois la météorologie, les services hydrologiques, les services en rapport avec l'océanographie, les services en rapport avec l'environnement, les urbanistes, les environnementalistes, voilà, les climatologues et tout le monde. Etc. Parce que justement, lorsqu'on va se mettre ensemble et qu'on sera au même niveau d'information, on sera plus efficace sur le terrain. Et les résultats seront davantage visibles. On va faire un dernier tour de table puisqu'on est pris par le temps. Je commence par vous, Didier Yimkwa. Ça fait des années que vous criez pour la protection de notre environnement, pour des prévisions. Nous sommes en 2023, les catastrophes continuent sur le terrain, les populations ne maîtrisent plus véritablement quand il pleut pas, le climat de façon générale, et les secteurs d'activité sont impactés. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en 2 points, selon vous? C'est la bonne gouvernance en matière de politique publique concernant les problèmes d'urbanité. Le véritable problème, c'est que les gens nous prennent pour des charlatans. Malheureusement. Ils pensent que nous sommes en train de faire du fétichisme. Je connais Serge. Hein. Si je veux aujourd'hui communiquer sur les problèmes de météo, je sais où le voir. Sur les problèmes d'inondation, le professeur Onguène, il est là. Il sait combien de fois je le rencontre dans son bureau. Donc nous, on ne vient pas faire, nous on ne va pas à la télé ou bien dans les radios parler comme des pentecôtistes. C'est les choses du terrain que nous partageons, c'est les expériences vécues sur le terrain que nous partageons sur les plateaux de télé et de radio. Ça aide les administrations à prendre et tout à l'heure, Serge a cité les acteurs avec qui il faut travailler. Peut-être qu'il a oublié la société civile. Bien entendu, on ne peut pas oublier la société civile. Parce que, en réalité, la démarche est participative et globale. Absolument. Nous sommes le relais entre les universitaires, l'administration publique et puis la population. Tout à fait. Parce que nous, on a un discours qui colle avec leur comportement sur le terrain. Quand je vais, par exemple, parler des questions de changement climatique ou bien des érosions côtières à une maman qui utilise, par exemple, le bois de la mangrove pour le poisson, parce qu'en utilisant le bois, elle participe à la destruction de la mangrove. Mais je ne lui parle pas de changement climatique. Moi, je lui dis, par exemple, que le feu que tu utilises là, ça brûle ton tibia. D'accord. Elle dit que, bon, je vais utiliser quoi, mon mari? Je dis qu'utilise, par exemple, un four amélioré. Le discours passe vite, et puis on réduit la pression sur les bois de la mangrove. Merci. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est qu'il ne faudrait pas que... Parce que le problème, c'est une certaine élite. Hein. Je ne parle pas du professeur Serge. Hein. Il y a une certaine élite ici qui vit comme si elle était en transit. Donc, le reste, ce n'est pas leur problème. On peut brûler le Cameroun, ce n'est pas leur problème.
Alors c'est cette élite-là qui doit implémenter tout ce qui sort de l'université et tout ce qui sort des services techniques. C'est bien compris, Didier. Alors, Raphaël, comment faire comprendre aux populations, en quelques mots, qu'elles dépendent des conditions climatiques à tous les niveaux? Alors, Vraiment, en quelques mots. le climat, c'est le carburant de l'environnement. Et nous avons besoin de façon globale du cycle de l'eau dans son intégrité. Quand je parle du cycle de l'eau, je parle des processus d'évaporation, de précipitation qui contribuent à recharger les rivières pour avoir de l'électricité. Vous voyez que l'eau, aujourd'hui, nous crée des problèmes à Boya, mais on a besoin de cette eau pour faire tourner les barrages hydroélectriques. Et quand il n'y a pas, on dit Eneo. Vraiment, quand on coupe la lumière, on vous dit qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Donc, c'est pour dire que le climat, le cycle de l'eau c'est-à-dire que c'est même la vie, comme on avait dit. D'accord. Donc, par contre, il faudrait que lorsque, par exemple, les collectivités territoriales développent des mécanismes, des outils de sensibilisation de ces populations, qu'elles comprennent que, de toute façon, le fait d'habiter les zones non à risque, les premiers perdants, ce sont ces populations-là. Merci beaucoup pour ce magnifique message. Alors Serge, comment faire passer désormais la météo pas comme des choses élitistes? Comment faire? La solution est simple, Madame Piedjo. Il faudrait que chacun de nous, ce n'est pas l'affaire des décideurs, des autorités, de la société civile, c'est d'abord l'affaire de chacun. Ça veut dire quoi? Nous devons bâtir une certaine culture du risque. Voilà ce qui s'est passé au Malawi, le fameux cyclone tropical, Freddy. On en est déjà à près de 250 morts. 400 déjà. 400 déjà. Ah, merci pour les derniers chiffres. C'est également une coulée de boue, hein, comme celle qui s'est passée à Boya. Ça veut dire que du Sud, hein, ça veut dire qu'on n'est pas trop loin de là. N'attendons pas que ça se produise pour dire comment on intervient, non, qu'on bâtisse la culture du risque. On vit comme si la catastrophe c'était demain. D'accord. Voilà, ça commence par le citoyen lambda qui dit que avant d'aller me loger ou alors implanter ma maison quelque part, je dois me rassurer que je suis en conformité avec la loi. D'accord. Voilà, cette attitude citoyenne est fondamentale. Et c'est avec donc la résultante de cette responsabilité-là au niveau général qu'on pourra donc s'en sortir. Et ça permet de conclure avec le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna-Ngalé Bibéhe. Nous avons besoin d'une action urgente maintenant pour réduire les émissions et faire en sorte que les générations futures puissent à la fois survivre et prospérer sur notre planète. Merci à vous Didier Yimkwa d'être venu sur le plateau. On continue le débat dans votre magnifique forum dédié à l'environnement. Serge Péléonana, chef météo du littoral, ça a été un plaisir de vous avoir. Professeur Raphaël Ongene, que nous découvrons avec beaucoup de plaisir, océanographe, principal instigateur du projet Douala Ville Durable, mais également professeur à l'UIT, c'est ça? C'est ça, l'UIT de Douala. De Douala. Ça a été un plaisir de vous avoir. Mesdames, Messieurs, on se retrouve la semaine prochaine si Dieu le veut, mais avant, vous avez le 19h50 avec toutes les informations fraîches du Cameroun et au-delà de nos frontières. Bonsoir.